Notre invité aujourd'hui est historien. Il est également le conservateur du musée de la métallurgie ardennaise à l'occasion des 80 ans de la mort de Jules Fuselier, figure historique du Parti communiste ardennais et résistant lors de la Seconde Guerre mondiale. René Collinet nous a accordé quelques minutes. D'abord, première question, est-ce que vous pourriez nous faire un rapide résumé de la vie de Jules Fuselier? Alors Jules Fuselier, il est né à Joigny-sur-Meuse en 1901, dans une vallée métallurgique, la vallée du fer, le pays du fer et de la forêt, comme l'a bien nommé Jean Regissart. C'est un enfant du peuple. Son père était forgeron, son grand-père était ajusteur, son arrière-grand-père était cloutier. Et des deux côtés de la famille, ce sont des gens qui travaillaient dans les boutiques, ce qu'on appelle les boutiques, ce sont les usines dans notre vallée. Donc c'était un homme du peuple, un enfant du peuple. Et donc après l'école primaire, après le certificat d'études primaires qu'il a obtenu, comme beaucoup d'enfants d'origine modeste, eh bien il gagne la boutique et il commence à travailler très jeune, avant la Première Guerre mondiale, là, vers 12-13 ans. Après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire 1920, 1921. Donc, on le retrouve dans une usine du village, l'usine Métayer. Et là, il prend conscience de la condition ouvrière dans un contexte qui est la naissance du Parti communiste français en 1920. Et il s'engage très vite dans l'action syndicale au sein de la CGTU, c'est-à-dire la CGT d'obédience communiste, et également au sein du jeune Parti communiste français. Et très vite, il va s'engager de plus en plus. Il va même donc fonder une section du Parti communiste avec des camarades locaux à Joigny-sur-Meuse en 1932. Il participe activement à la marche de la faim de 1935. Donc c'est quelqu'un qui devient une figure du Parti communiste au niveau ardennais. Et bien sûr, il se fait élire maire de Joigny en novembre 1935 et arrive le Front populaire. Il est même candidat du Front populaire dans le Vouzinois où il échoue. Mais en étant maire de Joigny-sur-Meuse et en ayant de plus en plus de sections à la fois au niveau du syndicat de la métallurgie CGTU et au niveau du Parti communiste, pour moi, il est très représentatif de la génération de Maurice Thorez, celui qui va véritablement fonder et diriger le Parti communiste français en 1930. Cette génération, c'est une génération d'origine prolétarienne, d'origine ouvrière, d'une très grande fidélité au parti, d'une très grande fidélité, bien sûr, à la doctrine communiste et d'une très grande fidélité à Staline et à la Russie. Alors, pendant qu'il est maire, lorsqu'on fouille un peu les archives communales, on se rend compte de son action. Il y a une action, bien sûr, au niveau du syndicat, je l'ai déjà dit, au niveau du Parti communiste. C'est un des membres plus importants du Parti communiste ardennais, avec certainement Pierre Larette, qui est le maire, qui sera maire à Nouzonville également dès 1935, et lui qui se fera élire député communiste en 1936. Et lorsqu'on dépouille les archives communales, par exemple, il prend une position très ferme dans la ligne, bien sûr, du Parti communiste de l'époque, contre les fameux décrets-lois d'Aladier, que le parti, et bien sûr lui, dans la motion qu'il écrit, dénonce comme une renonciation aux acquis sociaux du Front populaire, une menace pour les acquis sociaux de 1936. Alors, c'est un maire qui est très marqué politiquement, bien sûr, et pour moi, c'est le seul maire du village, le seul maire de Joigny-sur-Meuse qui a été autant marqué politiquement et impliqué politiquement au sein d'un parti communiste qui représentait à l'époque la classe ouvrière, le parti communiste, le jeune parti communiste français. Alors, racontez-nous ensuite quel est eh bien, le parcours qui est le sien et qui va l'amener, eh bien, vous allez nous le dire, à mourir dans des conditions assez particulières. Son parcours est très lié à celui du Parti communiste français. Sa fidélité l'amène à accepter le pacte germano-soviétique. Et à la suite du pacte germano-soviétique, vous le savez bien, les élus, le Parti communiste sera dissous, l'humanité sera interdite et les élus communistes seront donc destitués. Alors il y a une période qui va de 1940 à 1941 où finalement c'est peu de choses. Il rejoint sa famille qui est évacuée comme beaucoup d'Ardennais à l'intérieur du pays. Eux, c'est dans la région de Vichy. Il revient à Joigny dès février 1941, comme beaucoup d'habitants d'ailleurs. Et il reprend son travail à l'usine du village. Il vit dans la vie du village.
Et il commence, alors après l'invasion bien sûr de l'URSS par l'Allemagne nazie, l'opération Barbarossa, eh bien, il s'engage activement, bien sûr, dans l'organisation, pour dire, de la résistance. Et c'est dans ce cadre-là qu'il est arrêté à Joigny-sur-Meuse, rue aux Chênes, là où il habitait, et on découvre qu'il a sur lui des tracts qui appellent à la résistance. Donc il est jugé, nous sommes en août 1941, il est jugé donc à Charleville, défendu d'ailleurs par un avocat qui a défendu d'ailleurs beaucoup de résistants, Marcel Vignon. Il est condamné à 5 ans d'emprisonnement à Caen. Mais finalement, cette condamnation va tourner mal, si je puis dire, puisque suite à des attentats, vous le savez, contre des Allemands, les Allemands demandent des otages pour se venger, et bien sûr, il va être livré comme otage aux Allemands. Il est communiste, j'oserais dire, c'est un otage presque idéal, et donc il est fusillé le 14 février 1942 à Caen, avec d'autres otages. L'annonce de sa mort, on l'apprend à Joigny quelques temps après, mais c'est vraiment un document purement administratif, qui annonce que Monsieur Jules Fuselier donc est décédé à Caen le 14 février 1942 à 10h11, mais sans rien préciser d'autre chose. Alors, il a entretenu une correspondance avec sa famille lorsqu'il était prisonnier. Et il a annoncé son décès, sa mort, donc tragique, à sa famille. Alors, le contenu de ces lettres ne sont pas encore diffusés, mais on imagine l'émotion qu'elles devaient contenir. D'autant plus que son arrestation, il y a eu des témoins, dont sa cousine Henriette Machaut. Donc son arrestation, bien sûr, a été un événement, tragique, et qui a semé la stupeur dans le village, avec bien sûr cette interrogation: pourquoi a-t-il été arrêté? On le sait maintenant, on le savait déjà certainement à l'époque, et surtout, aurait-il été dénoncé? C'est la grande question qui demeure aujourd'hui. En fait, pour moi, c'est une question qui n'a pas beaucoup d'intérêt finalement aujourd'hui, de savoir qui l'aurait dénoncé. Mais on sait que la dénonciation était une pratique malheureusement très courante pendant la guerre et sous le régime de Vichy, où les Français n'ont jamais autant dénoncé dans leur histoire. Est-ce que vous considérez qu'il y a une forme d'oubli de son histoire? Alors, bien sûr, dans l'immédiat après-guerre, cet événement va rester dans les mémoires, d'autant plus qu'il y a son inhumation donc en 1946 dans le village, qui rassemble énormément de monde, comme vous l'imaginez, en particulier avec la présence non seulement du député maire voisin de Nouzonville, Pierre Larrette, mais également du ministre communiste du Travail et de la Sécurité sociale qui vient de naître, Ambroise Croizat. Mais au fil du temps, je veux dire, le temps normalement fait son œuvre, et l'oubli s'installe. Et aujourd'hui, lorsque vous passez devant la mairie de Joigny-sur-Meuse et que vous voyez la photo abîmée et l'information qui nous dit qu'il est décédé donc le 14 février 1942, et d'autant plus que son nom est mal orthographié, puisque partout on voit Fuselier avec un seul L, alors que son nom comporte 2 L. Donc il y a quelque chose là, je veux dire, d'une ironie malsaine. On a l'impression que le sort s'est acharné contre lui pour un peu participer à cet oubli. Alors, chaque fois que je passe devant cette photo et cet écriteau, je me dis, mais aujourd'hui, que reste-t-il de Jules Fuselier? Si vous demandez aux jeunes générations ou aux nouveaux habitants de Joigny, il ne fait aucun doute que Jules Fuselier n'évoque plus grand-chose, hormis les passionnés d'histoire, hormis les gens qui ont encore en souvenir donc son histoire tragique, et les gens qui sont, disons, plus engagés, je dirais, politiquement. Et en particulier, il ne fait aucun doute que le Parti communiste français a contribué à entretenir la mémoire de Jules
Fuselier, ne serait-ce qu'en organisant chaque année une cérémonie souvenir. Son nom, vous le disiez, n'évoque pas grand-chose aux habitants des Ardennes. Malgré tout, pour autant, est-ce que selon vous, il peut être une source d'inspiration? Ah oui, Jules Fuselier ça fait aucun doute. Là, il est une source d'inspiration dans le sens de la source du combat ouvrier pour améliorer sa situation, l'engagement pour la justice sociale. Ça, c'est indéniable, je veux dire, c'est un modèle, une source d'inspiration. Également, son engagement dans la résistance, ça oui, c'est une source d'inspiration, je dirais même, ça peut être un modèle, un modèle.